Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les bases du codage de Shannon-Fano. En quoi cela consiste-t-il? Reprenons pour ça la phrase que nous avions dans la vidéo sur l'entropie, qui était la suivante. Cette phrase a donc 32 lettres, si on oublie le trait d'union, les espaces et l'apostrophe. Et nous cherchons maintenant à représenter cette phrase en une séquence de 0 et de 1. Le but étant qu'une personne qui lit cette séquence de 0 et de 1 est capable de retrouver la phrase d'origine. Alors pour ça, il faut qu'on se mette d'accord sur un dictionnaire du type suivant. À chaque lettre, par exemple la D, on fait correspondre une certaine séquence de 0 et de 1. Par exemple, 0, 0, 1. À I, on pourrait faire correspondre 0, 1, 0, etc. Alors, on a bien sûr beaucoup de possibilités pour faire ça. Maintenant, la question, c'est de savoir quel dictionnaire on peut trouver qui soit le plus efficace possible, c'est-à-dire qui nous permette d'utiliser le moins de 0 et de 1 possible pour représenter la séquence. Si on regarde cette séquence, on voit qu'on a dans cette séquence que 8 lettres différentes, en fait, qui sont D, I, O, N, A, T, U et S. Donc une première solution simple consisterait à représenter chaque lettre avec 3 bits différents. Par exemple, comme j'ai commencé ici, D serait 001, I serait 010, O serait 011, etc. Donc laissez-moi les réécrire ici. 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 et finalement 000 pour le S. Ici, on a un dictionnaire tout à fait valide. À chaque séquence de 0 et de 1 correspond une seule lettre. Et en utilisant ce dictionnaire, on arrive à écrire cette séquence de 32 lettres. Rappelez-vous que la séquence a 32 lettres, avec 32 fois 3 bits, qui nous fait donc 96 bits au total. Alors la question, c'est peut-on faire mieux que ça? Peut-on utiliser moins de bits pour représenter la même séquence? Et la réponse est oui, et c'est toute l'idée du codage de Shannon-Fano. Pour économiser des bits, et donc pour comprimer de l'information, car c'est le but qu'on s'est donné ici, on va utiliser le fait que certaines lettres dans cette séquence apparaissent plus fréquemment que d'autres. Et notamment, il y en a une qui apparaît le plus fréquemment de toutes, c'est le D, qui apparaît 11 fois. D'autre part, le N apparaît 6 fois, le O apparaît 5 fois, le I apparaît 4 fois, le U apparaît 3 fois, le A apparaît 1 fois, le T apparaît 1 fois et le S apparaît 1 fois. On va donc maintenant chercher un dictionnaire qui soit plus efficace que le précédent et qui nous permette de représenter cette même séquence avec moins de bits. Quelle est la façon de procéder? La façon est la suivante. On va donc essayer de diviser cet ensemble de lettres en 2 parties les plus égales possibles si on compte le nombre d'apparitions. Donc si on prend ensemble le D et le N, on voit que ces 2 lettres apparaissent en toutes 17 fois, tandis que les autres lettres apparaissent 15 fois. Donc ça n'est pas exactement, on n'a pas divisé l'ensemble en 2 parties exactement égales, mais c'est le plus proche qu'on puisse être d'une division égale. Et la règle qu'on va appliquer maintenant, c'est que toutes les lettres qui apparaissent au-dessus de la barre, le premier bit qui va coder chacune de ces lettres sera un 1, et puis toutes les lettres qui apparaissent au-dessous de la barre, le premier bit qui va coder chacune de ces lettres sera un 0. Donc si ici j'établis mon dictionnaire, je vais choisir un 1 pour le premier bit qui représente le D et le N, et puis un 0 pour toutes les autres lettres. Ensuite, pour choisir le deuxième bit que j'attribue à chaque lettre, je prends chaque sous-ensemble de lettres séparément, et j'essaye de diviser chaque sous-ensemble de lettres en 2 parties égales. Alors pour le premier sous-ensemble D et N, j'ai pas tellement le choix. La seule façon que je puisse diviser ce sous-ensemble en 2, c'est de mettre le D d'un côté et le N de l'autre. Et donc de nouveau, même règle qu'avant. Pour la lettre qui apparaît au-dessus de la barre, je vais coder le deuxième bit
de cette lettre avec un 1. La lettre qui apparaît en dessous, je vais lui coder la deuxième bit avec un 0. Et puis voilà, je m'arrête là pour ces deux lettres parce que j'ai plus de subdivision à faire. Et donc, je remarque que j'ai utilisé 2 bits pour encoder la lettre D et 2 bits pour encoder la lettre N. Pour les autres lettres, je vais chercher de nouveau une subdivision de cet ensemble qui soit la plus équitable possible. Ici, il se trouve que c'est la subdivision la plus équitable possible, c'est celle qui passe entre le I et le U. Donc, on a 9 apparitions de lettres au-dessus de la barre et 6 en dessous. Et donc maintenant, même règle qu'avant, toutes celles qui sont au-dessus de la barre, je leur attribue un 1. Toutes celles qui sont en dessous, je leur attribue un 0. Et là, je dois continuer parce que j'ai encore des sous-ensembles à subdiviser jusqu'à arriver à une seule lettre par ensemble. Donc ici, je devais encore subdiviser cet ensemble de O et I en 2 parties. Le O qui apparaît au-dessus de la barre, je lui donne un 1. Le I qui apparaît en dessous, je lui donne un 0. Donc on voit ici qu'on a besoin de 3 bits pour représenter le O et 3 bits pour représenter le I. Et là, je m'arrête pour ces 2 lettres. Pour les lettres qui sont en dessous, il me reste 4 lettres. Mais la meilleure façon de subdiviser cet ensemble de lettres en 2 parties égales, eh bien, comme le U apparaît 3 fois et que le A, le T et le S apparaissent chacun une fois, la meilleure façon de faire, c'est de prendre cette subdivision qui sépare le U des 3 autres lettres. Et j'applique à nouveau la même règle pour les bits qui vont représenter U, A, T et S, à savoir que U étant au-dessus de la barre, je lui donne un 1. A, T et S étant au-dessous de la barre, je leur attribue un 0. Pour U, je suis arrivé au bout. Maintenant, pour A, T et S, je dois continuer. Alors là, c'est un peu égal, parce que de toute façon, j'aurai de toute façon 2 lettres d'un côté, une lettre de l'autre. Donc, je choisis de prendre la barre du haut. J'attribue un 1 au A qui est au-dessus de la barre, un 0 au T et au S. J'ai maintenant 4 bits pour ma lettre A. Et puis T et S, je dois encore les subdiviser une fois. Et donc, je mets un 1 pour le T qui apparaît au-dessus de la barre, un 0 pour le S qui apparaît en dessous. Et j'ai donc besoin de 5 bits pour représenter le T et le S. Voilà donc mon nouveau dictionnaire. Alors, il y a 2 questions qui se posent et auxquelles nous allons répondre par la suite. C'est, est-ce qu'avec un tel dictionnaire, si maintenant je représente ma séquence, alors didon, dina, du do, d'un de, du dindon, si je la représente avec ce dictionnaire, j'obtiens, bien alors, 1, 1, I c'est 0, 1, 0, D c'est de nouveau 1, 1, O c'est 0, 1, 1 et N c'est 1, 0. Etc. Voilà donc la séquence que je produis avec ce dictionnaire. Et donc une première question qui se pose, c'est est-ce que quand je lis cette séquence, si on me donne ce dictionnaire, est-ce que quand je lis cette séquence, je suis capable de retrouver la phrase? Parce que maintenant, par rapport à la première solution qu'on avait, qui était simple, qui consistait à associer à chaque lettre 3 bits, maintenant, là, on a fait quelque chose d'un peu différent. À chaque lettre, on associe un nombre différent de bits, suivant quelle lettre c'est. Donc, vous remarquez ici, les lettres qui apparaissent le plus fréquemment sont celles auxquelles on associe le moins de bits. Celles qui apparaissent le plus rarement sont celles auxquelles on associe le plus de bits. A priori, on ne sait plus comment subdiviser cette séquence en... Par exemple, avant, si vous vous rappelez, on avait la séquence suivante. On avait 0, 0, 1, 0, 1, 0... de nouveau 0, 0, 1 ou quelque chose comme ça. Et on lisait cette séquence 3 bits par 3 bits, qui nous donnait un code clair D, I, D. Dans cette nouvelle situation, ça n'est pas le cas, et donc il faut faire attention. Mais regardez ce qui se passe quand on lit cette séquence. Si on la lit depuis la gauche, on décide de s'arrêter dès qu'on trouve un mot du dictionnaire. Ah ben oui, après 1, 1, on voit que 1, 1, c'est dans le dictionnaire, c'est la lettre D, c'est ici. Et puis donc on se dit, ben voilà, ça doit être un D. Et puis on continue. 0, 1, est-ce que 0, 1 c'est dans le dictionnaire? Non, ça n'est pas. Donc on continue. 0, 1, 0. Ah oui, 0, 1, 0 c'est dans le dictionnaire, c'est un I. Et puis on continue comme ça. De nouveau on lit 1, 1. Ah voilà, 1, 1 c'est de nouveau dans le dictionnaire, c'est un D. Et puis on continue. 0, 1, 1. 0, 1 ça n'est pas dans le dictionnaire, mais 0, 1, 1 ça l'est. Et c'est un O. Et puis 1, 0. Ah oui, 1, 0 c'est dans le dictionnaire, c'est un N. Et ainsi de suite, on arrive à lire cette séquence sans problème, en fait. Quel est le truc magique qui nous a permis de lire cette séquence sans problème? C'est 2 choses. D'une part, il y a le fait qu'à chaque lettre correspond un et un seul mot de code. Et puis, il y a une autre chose ici, c'est qu'aucun mot de code n'est le préfixe d'un autre. Par exemple, la séquence 1, 1, vous ne la retrouvez au début de aucune autre lettre dans le dictionnaire. Et donc, le fait que cette propriété soit satisfaite est ce qu'on appelle un code sans préfixe.
Et les codes sans préfixe, pour cette raison, sont très faciles à lire parce qu'on peut les lire de gauche à droite sans problème. Alors ça, c'est la réponse à la première question. Et maintenant, nous avons une deuxième question qui est de savoir est-ce qu'avec cette procédure, nous avons gagné quelque chose ou pas? Et la réponse est oui, et nous allons voir ça tout de suite. Alors comptons combien nous avons utilisé de bits pour représenter cette séquence de lettres avec ce nouveau dictionnaire-là. On remarque que pour 17 lettres, nous avons utilisé 2 bits, le D et le N. Pour 12 lettres, nous avons utilisé 3 bits. Pour une lettre, nous avons utilisé 4 bits. Et pour les 2 dernières lettres, nous avons utilisé 5 bits. Au total, ça nous fait donc 34 plus 36 plus 4 plus 10, qui nous fait 84 bits. Alors, si vous vous rappelez, avec l'autre code simple qui attribuait à chaque lettre 3 bits, nous avions besoin de 96 bits. Donc, effectivement, nous avons gagné 12 bits avec cette nouvelle représentation des lettres en 0 et 1. Nous avons gagné quelque chose. Alors, la question naturelle qu'on se pose après, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux que ça? Alors, on peut peut-être faire un petit peu mieux, mais pas beaucoup. Pourquoi? Eh bien, c'est là que le théorème de Shannon intervient. Si on calcule le nombre de bits utilisés par lettre, on obtient 84 sur 32, qui fait 2,625. Ce nombre est à comparer avec l'entropie de la séquence que nous avons calculée dans la vidéo sur l'entropie, qui était 2,56475 environ. Le théorème de Shannon nous dit que quel que soit le dictionnaire que nous utilisons, si nous voulons que cette séquence soit lisible, eh bien, le nombre de bits par lettre dont on aura besoin pour représenter cette séquence, quoi qu'on fasse, devra être plus grand que l'entropie. Donc on voit que ici, le nombre de bits par lettre qu'on utilise n'est pas égal à l'entropie, mais il reste quand même très proche de cette entropie. Et donc ce codage est assez efficace dans ce sens-là. Ça n'est pas le système de codage le plus optimal, mais c'est proche de l'optimal. Il existe en fait un autre système de codage qui s'appelle le codage de Huffman, que vous verrez aux exercices, qui est un tout petit peu meilleur que le codage de Shannon-Fano.